Merci à tous. Dans la continuité des propos de Maximilien, effectivement, on a une année 2023 qui est en train de se terminer, qui est assez turbulente. On a eu plusieurs indicateurs macro, micro sur notre économie. L'idée aujourd'hui, ça va être effectivement de faire un petit peu un tour de table avec une typologie d'acteurs effectivement qui nous partageront leur point de vue un peu du style Vie ma vie en 2023. L'idée effectivement va être de remonter un petit peu le sentiment et les visions de chacun sur cette année et surtout se projeter sur l'année 2024. Malgré le contexte économique que Maximilien a pu décrire, effectivement, je pense qu'il y a des signaux faibles sur lesquels bon nombre d'acteurs vont capitaliser pour 2024. Et l'idée, justement, c'est de partager un petit peu l'ensemble des points de vue de chacun. Je propose qu'on commence par un tour de table, que chacun puisse se présenter son entreprise, sa structure. Et ensuite, on débutera ces échanges qui s'annoncent passionnants. Joël Alexis, je vous propose de commencer. Bonjour, Joël Alexis Bielkiewicz, Banque de Lubeck et compagnie. Nous sommes un groupe bancaire familial qui existe depuis 1924 et qui a un panel d'activités assez large qui va du service bancaire aux entreprises en difficulté à la gestion de patrimoine en passant par les fusions-acquisitions avec plus récemment un accent très fort mis sur l'innovation. Merci à vous. Bernard Louis. Bonjour, je suis Bernard Louis Roch, fondateur et general partner de Truffle Capital. J'ai été initialement trader et ensuite entrepreneur. Quand j'ai revendu mon entreprise, j'ai cofondé Truffle, dont la mission est de financer des sociétés innovantes disruptives dans le domaine de la tech et plus précisément, puisque mon associé est consacré à la biotech et en ce qui me concerne depuis maintenant 8 ans, la fintech. Merci. Arbia. Bonjour à tous, Arbia Smiti, fondatrice et CEO de Rosalie, qui est une fintech à impact social, qui se présente comme le premier dispositif d'émancipation financière des employés en Europe, en leur permettant d'accéder à leur salaire gagné en temps réel, quand ils veulent, au lieu d'attendre la fin du mois ou résoudre en fait aux découverts bancaires et les prêts à la consommation, complété par tout un dispositif d'éducation financière qu'on vend via les entreprises. Et FinTech de l'année 2023 au sein de Finance Innovation. Frédéric. Bonjour à tous, Frédéric Dufaux, directeur général adjoint du groupe Decapost. Decapost, référent leader de la confiance numérique en Europe. On accompagne nos clients dans leur transformation numérique depuis plus de 30 ans, depuis le papier jusqu'au full numérique, avec une approche à la fois souveraine, humaniste et responsable. Je pense qu'on y reviendra dans le cadre de la table ronde. 4 métiers principaux, éditeur de solutions logicielles, BPO, conseil et services, et puis des activités industrielles classiques dans le domaine de l'éditique. On sert 4 marchés stratégiques, banque, assurance, secteur public, santé et le marché des TPE-PME. Merci Frédéric. Donc effectivement, en introduction, on le disait, donc l'année 2023, ça a été une année compliquée, hein, une année marquée sous le sceau de l'incertitude, qu'elle soit macroéconomique, géopolitique, avec une hausse des taux, tarissement des financements. Arbia, donc du coup, on va commencer par toi. Comment as-tu vécu cette année, effectivement, en tant que CEO d'une fintech, année marquée par le passage d'un modèle où il y avait une hypercroissance gonflée avec énormément de capitaux, à un modèle beaucoup moins pertinent, en tout cas en termes de financement pour l'écosystème fintech. Ouais, je pense qu'on est passé par pas mal de choses ces 2-3 dernières années quand même. Pandémie mondiale, ensuite une fête folle pour les startups. On avait l'impression que tout était possible. Pendant ce temps-là, moi j'étais encore en train de créer mon produit en pensant que la fête m'attendra. Et quand mon produit était prêt à être commercialisé et que je devais aller chercher de l'argent,
en fait, on m'a annoncé que le robinet est fermé. Il fallait du coup tout revoir. Et comme tout entrepreneur, comme toute start-up ici ou ailleurs, en tout cas, on s'adapte, on change tout. On change son BP pour tenir en compte justement de ces taux qui n'arrêtent pas de monter, pour s'assurer quand même qu'on a un business model qui tient sur la route sur le long terme. On change son pitch devant les investisseurs pour, au lieu de chercher x10, on va se mettre un peu sur les standards du marché. On va chercher à atteindre les mêmes objectifs, mais au lieu de le faire en un an, on va l'étaler sur, je sais pas, 2-3 ans avec une plus petite équipe, plus petit burn rate. Voilà. Enfin, on s'adapte, quoi. Et je trouve pas ça non plus négatif, parce que voilà, ça structure d'une manière différente, ça structure de manière saine. Là où vraiment on devait recruter une centaine de personnes, on va tout faire pour garder plutôt une petite équipe solide qui peut justement créer la licorne de demain. C'est clairement le modèle rêvé des boîtes. Donc oui, ça pousse en fait à être plus résilient et on s'adapte par rapport à ça. Donc moi, j'ai réussi à lever pendant cette crise-là, mais en s'adaptant bien sûr avec les bonnes personnes, en cherchant les fonds d'investissement plus adaptés, etc., etc. Et maintenant que j'ai la trésorerie, en fait, on étale ça sur le temps. Enfin, clairement, oui, moi, je ne vends pas la rentabilité à mes investisseurs en un an. Ça, c'est clairement pas réaliste. Mais par contre, oui, c'est pas du tout le même discours avant et maintenant. Et donc oui, c'est une année un peu, je dirais, difficile, mais en même temps, elle prépare bien pour les années d'après. Et après, nous, en fait, on vend en B2B aux entreprises. Donc, le marché qu'on regarde, c'est quoi le mood des entreprises. C'est eux, en tout cas, qui mettent le temps sur le marché. Et autant, en fait, les crises, on pense que les entreprises, du coup, il n'y aura pas de budget ou autre. Autant, c'est l'inverse qui peut se passer. Donc, avec une accélération de mindset, avec une volonté de digitaliser, prendre des projets, justement, qui rentrent dans ce contexte-là. Et nous, on a la chance d'être anticyclique, c'est-à-dire clairement plus lié à la crise, plus on permet en fait d'accélérer le mindset sur l'importance de la santé financière des employés, et plus on arrive justement à montrer la valeur ajoutée de ce qu'on apporte. Après, j'avoue, si je dois donner un peu une écho de chambre des entrepreneurs de ce qu'on se dit, autant il y avait une belle accélération de ces mindsets-là des entreprises après le Covid, autant on voit en fait une petite décélération cette année, et surtout là depuis septembre. Je ne sais pas, est-ce que c'est le mood général, est-ce que c'est la guerre, est-ce que je ne sais pas honnêtement, mais oui, enfin nous on est des SaaS B2B et donc on regarde en fait qu'est-ce qui se passe, est-ce que du coup les boîtes signent plus vite les contrats, est-ce que c'est pas le cas. Enfin, Maximilien tout à l'heure parlait de start-up grands groupes, malheureusement ces process-là n'ont pas trop changé. On est toujours sur des process à la française trop longs, des cycles de vente, je pense, les plus longs qu'on peut trouver en Europe, malheureusement. Donc on essaye de faire avec et on espère que ça change, quoi. Je pense que j'ai peut-être dessiné une image très pessimiste. Non, mais surtout donner quelque chose plus optimiste. Surtout réaliste. Bernard Louis, tu es investisseur via Truffle aujourd'hui. Est-ce que tu corrobores cette vision d'Arbia? Est-ce que pour toi, c'est une rationalisation effectivement de l'écosystème et au final, quelque part, un mouvement assez classique par rapport à la situation de bulle qui prévalait? Quel est ton point de vue justement sur cette année? Bon, Truffle, moi j'ai cofondé Truffle il y a 20 ans. Donc ce n'est pas tout à fait la première crise que nous traversons. Et je dirais même, elle a quelque chose d'assez sain. Parce que l'idée que quand on emprunte à quelqu'un, on va lui rendre moins, c'est quelque chose qui m'a toujours paru totalement absurde. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu revenu à la normale. Bon, il y a des taux à 3-4% sur les T-bonds, mais c'est acceptable. Donc on a changé de paradigme. Quelque part, pour nous, c'est plus pertinent. Notre business model n'était pas adapté à ce qui s'est passé en 2021, que je qualifierais d'exubérance irrationnelle, pour paraphraser un ancien président de la Banque centrale américaine. Donc c'était irrationnel, effectivement, pour une partie du marché, avec certaines survalorisations. Et là, effectivement, il y avait danger. Aujourd'hui, on est effectivement dans un environnement où on critique beaucoup la tech en général
la FinTech en particulier avec une sorte d'élasticité. Donc on parle de licenciement, crise des financements, et puis dans la FinTech, les paiements, encore pire. Mais je pense qu'il faut quand même... relativiser parce que tout ça, c'est du catastrophisme. On parle de Adyen qui a perdu près du quart de sa valeur en moins d'un an. Je ne parle pas de Worldline, c'est les 2/3. Mais ça, c'est vraiment des grosses sociétés avec une capitalisation exagérée. Sur le fond du marché, il reste quand même qu'en 2023, on est au-dessus de 2020 en termes de financement. Donc il y a eu 2021 qui était une exception que je qualifierais d'absurde, voire plutôt néfaste. Les conséquences ne sont pas encore totalement dans le marché, c'est-à-dire qu'il doit y avoir effectivement il y a des dégâts quand il y a des excès. Les dégâts, ils n'ont pas encore eu lieu, en tout cas minoritairement. Mais je vois que les sociétés qui sont en croissance ont aujourd'hui peut-être des multiples de valorisation inférieurs. Donc on estime qu'on va chercher sur du SaaS du 5-6 fois le revenu, je dirais, en croissance sur les financements. En tout cas, c'est les tours qu'on fait faire à nos sociétés dans le portefeuille. Mais comme elles ont elles-mêmes augmenté, le FinTech 100 le montre, ont augmenté leur chiffre d'affaires de 80%. Donc assez rapidement, on se retrouve sur des valeurs qui peuvent être x2, x3 par rapport à 2021, dès lors qu'on a de la croissance. Mais les KPIs ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus du tout les mêmes. On parle effectivement de perspectives, on fait attention à l'EBITDA, on fait attention aux revenus récurrents, mais aussi aux revenus récurrents de qualité, aux marges. Donc on est revenu à des fondamentaux qui restent adaptés à la croissance du secteur de la FinTech, qui est forte. Dans la FinTech, le paiement reste un des secteurs dans lesquels nous investissons fortement. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Le paiement, c'est 25% de la FinTech aujourd'hui. Et ça reste un secteur fort. Et la FinTech, c'est le premier segment du venture capital. On est à peu près un investissement sur 5 en valeur qui est réalisé dans la FinTech depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas reconnu comme étant un secteur comme d'autres, le e-commerce, etc., qui ont leur classe d'actifs. Il y a assez peu d'acteurs spécialisés sur la classe d'actifs FinTech, mais c'est la 3e année consécutive en première place et probablement ça devrait continuer parce que la finance représente 7% du GDP et les FinTech devraient représenter un quart de la finance en 2030. Merci Bernard-Louis. Joël Alexis, quel est votre point de vue en tant que banquier sur cette année écoulée ? Alors écoutez, c'était une année un petit peu particulière, entre la hausse des taux, le risque géopolitique. Ceci dit, ce sont des choses que nous avons relativement bien anticipées. Notre établissement est connu sur la place pour tirer relativement bien parti de la situation macroéconomique telle qu'elle soit. Pas seulement parce que nous avons des activités qui sont contracycliques. J'avais cité au tout début de ma présentation un petit peu le parent pauvre qui est l'activité avec les entreprises en difficulté. Mais en fait, cette activité marche d'autant bien que finalement l'économie va mal. Pour ce qui concerne la hausse des taux, elle a fait beaucoup de mal à une partie du secteur bancaire pour une raison très simple, c'est que les banques ont tendance à se couvrir. Et donc, quand les taux montent, finalement, eh bien, elles perdent de l'argent. Or, comme nous avions anticipé cette situation, eh bien, nous avons très fortement réduit nos couvertures dès l'année précédente, en fait. Et également, nous avons réorienté l'effort commercial vers la collecte de dépôts. Ce qui fait que cette année, eh bien, nous avons collecté plus de 20% de dépôts en plus par rapport à ce que nous avions collecté depuis notre création. Et à la faveur du passage de 4 à 13 agences qui est intervenu en 2022, nous avons pu, grâce à ces 2 facteurs, doubler notre PNB. Le PNB, c'est le chiffre d'affaires pour une banque. Donc finalement, 2023 a été une année pas forcément simple, au sens de non complexe, mais une bonne année pour nous. Si je dois parler de la situation géopolitique,
il faut savoir que nous sommes aussi reconnus pour notre expertise en matière de sanctions, puisque en 2014, nous avions été approchés par les pouvoirs publics pour mettre en place un circuit financier destiné à permettre aux entreprises françaises qui exportaient en Iran de pouvoir continuer cela. Et donc nous l'avons fait en liaison avec les Américains, qui sont parfaitement informés, et nous avons réussi le tour de force de mettre en place, donc dans un établissement qui est quand même relativement modeste, quelques centaines de salariés, à comparer aux effectifs des grands établissements, une vraie expertise en la matière. Et contrairement aux prédictions des oiseaux de mauvais augure, non seulement nous avons conservé notre accès au dollar, mais en plus il est aujourd'hui assuré par 2 banques américaines. Et ça ne nous a pas empêché de lancer de nombreuses activités innovantes. Je rappelle que la Banque de Lubac et compagnie est la première banque française à avoir été enregistrée comme SAN. Nous sommes aussi participants directs au système de paiement et nous avons lancé commercialement notre solution de paiement de l'UP en cours d'année. Donc finalement, 2023 était une année très riche pour nous. Merci Joël, Alexis. Frédéric, quel est ton positionnement, ton point de vue? Alors, je ne vais pas paraphraser Bernard Louis, mais ça fait 30 ans que DocaPost existe, donc ce n'est pas la première crise qu'on va affronter. Et moi, à date, en tout cas, je ne qualifierais pas le sujet de crise. Certes, la situation s'est progressivement tendue tout au long de l'année 2023. Et l'écosystème est en train de s'adapter aux nouvelles conditions. Alors certes, passer de taux de crédit où on était il y a encore quelques mois aux alentours du % et aujourd'hui on est aux alentours de 4%. Voilà. À titre d'anecdote, je discutais avec mon père hier quand il a acheté sa maison. Lui, il a emprunté à 14%. Donc, et le monde tourne encore aujourd'hui. Donc voilà, la situation se tend. On accompagne nos clients. Je ne vais pas paraphraser non plus Albert Einstein qui disait qu'au milieu de difficultés résident les opportunités. Donc, on accompagne encore plus nos clients, en particulier dans le domaine du secteur financier, sur l'efficacité opérationnelle, tout en les accompagnant aussi sur le respect de la conformité qui devient de plus en plus exigeante, que ce soit la conformité réglementaire sectorielle ou la conformité en termes d'infrastructure numérique à l'échelle européenne ou nationale. Mais je pense qu'on y reviendra dans la suite de la table ronde. Donc là, c'est le premier sujet. L'année 2024 se présente sous des auspices un petit peu tendus au début d'année, mais à nouveau, je pense que c'est un petit passage et nos ambitions restent importantes pour 2024 et les années suivantes. On va, je pense, atteindre le milliard d'euros cette année et on devrait être sur notre feuille de route pour l'année prochaine. Même si, comme toutes les entreprises, on est en train de faire particulièrement attention à la maîtrise de nos coûts et on accompagne nos clients de cette façon-là. Sur les sujets du numérique responsable et souverain, mais je pense qu'on y reviendra dans le cadre de la table ronde. Absolument. Donc on a bien compris que 2023 était un peu back to life, back to reality. Toujours, Frédéric, donc prochaine question s'adresse à toi justement. On a quelques lignes de force qui sont apparues sur 2023, notamment le sujet de la souveraineté numérique. Je sais que DocaPost se positionne effectivement en tant que fournisseur de briques de confiance numérique souveraine quand on a préparé cette table ronde. Aujourd'hui, comment tu te projettes sur 2024 autour des enjeux de la banque du futur? On parle beaucoup d'enjeux réglementaires, d'enjeux techniques, organisationnels, sur des thématiques comme l'IA, comme l'ESG, la blockchain. Aujourd'hui, quelle est ta perspective sur cette banque qui est en train justement d'intégrer ces changements de 2023 et de se projeter sur 2024? Alors, je pense que... D'abord, pour commencer du plus général, notre rôle est de conseiller nos clients dans le domaine financier au sens très large du terme, banque, assurance, fintech, sur la mise en conformité de leur opération. Conformité à la fois européenne, on parle du règlement eIDAS V2, de sa déclinaison en France par l'ANSSI, mais on parle aussi de tout ce qui est autre directive spécifique. Si on peut en citer une dans le domaine financier, DORA par exemple va être important l'année prochaine.
Une fois que j'ai dit ça, il y a le texte, il y a la norme, il y a la législation et il y a ensuite la façon dont les conformités de chacune de nos clients apprécient le risque et la feuille de route qu'ils établissent. Donc c'est à nous de les conseiller et de s'adapter aussi en fonction du niveau de risque qu'ils souhaitent prendre. Je pourrais citer des tas d'exemples dans le domaine de l'entrée en relation ou en fonction du processus ou du sujet de l'entrée en relation. Chaque banque voit un petit peu midi à sa porte et prend une décision de conformité ou de non-conformité en fonction de la façon dont on se positionne sur la fluidité du processus versus la capacité à être plus ou moins dur vis-à-vis de la sélectivité qu'on fait à l'entrée. C'est un exemple dans le domaine de l'identité numérique, par exemple, et de tout ce qui tourne à l'entrée en relation. À l'opposé du spectre, on pourra aller sur des mêmes logiques dans le domaine de l'archivage, sur tout ce qui est opposabilité des preuves d'archivage dans le temps, dans la durée, à valeur probatoire ou pas, en fonction du niveau de risque que nos clients acceptent de prendre dans ce cadre-là. En termes de perspective sur 2024 par rapport à ça, par rapport à cet environnement réglementaire, il y a un durcissement qui est lié au fait que les risques augmentent et que les risques en particulier liés à la numérisation augmentent. Je ne vais pas revenir sur les statistiques au niveau des attaques cyber qui ont de plus en plus lieu et on y passera tous d'une façon ou d'une autre, vous tous dans la salle, moi compris, et on a régulièrement attaqué et on se défend régulièrement. Néanmoins, le législateur européen, l'ANSSI en France, nous enjoint d'être de plus en plus prudents et de mettre en place des outils qui permettent de le faire. Une fois que j'ai dit ça, donc là on parle de défense cyber au sens classique du terme. Après se pose la question de la souveraineté. Alors souveraineté, ça veut dire quoi? Pour nous et pour nos clients, généralement on parle d'autonomie stratégique. À nouveau, il n'y a pas une solution d'autonomie stratégique, il y a plusieurs solutions d'autonomie stratégique qui sont à graduer en fonction de l'importance ou du risque que vous souhaitez prendre. Donc, autrement dit, il faut tout pour faire un monde. Il faut des solutions comme celles qu'on propose avec notre filiale NumSpot, qui va être le nec plus ultra de la souveraineté numérique en France, puisqu'elle sera labellisée SecNumCloud l'année prochaine, avec une feuille de route qui permettra d'être complètement autonome d'un point de vue territorialité, d'un point de vue indépendance vis-à-vis d'autres puissances. Et puis, à l'opposé du spectre, vous allez avoir les GAFAM, donc Amazon, Google, etc., qui proposent des services extrêmement puissants, extrêmement riches, extrêmement flexibles en termes de montée en charge ou de descente en charge, mais qui vous rendent dépendants à des conditions tarifaires extrêmement dures, en particulier sur les droits de sortie de ces fournisseurs. Et puis, voilà, les données, elles sont n'importe où dans le monde. Donc le jour où il y a quelqu'un qui décide de couper le tuyau ou d'exploiter ces données-là, quels que soient les Cloud Act ou les différents shields qui peuvent exister de par le monde, eh bien, le tuyau sera coupé. Donc c'est à vous de décider aussi, et là on est là pour vous accompagner sur cette prise de décision. Merci à toi. Joël Alexis, 2024, année très importante. Vous allez fêter vos 100 ans. Vous avez lancé de l'UPay, comme vous le mentionnez. A priori, vous serez la première banque française également à proposer des cryptos à vos clients. Comment vous projetez sur cette année ? Alors en effet, 2024 va être une année d'accélération pour de l'UPay, qui est déjà lancé depuis quelques mois. Et je pense que l'information a dû fuiter puisque j'en ai lu l'écho sur Internet ce matin. Mais effectivement, le lancement de notre offre, pour rappel, initialement, nous avions envisagé de proposer l'accès aux cryptos sous un modèle B2B2C que nous avions longuement décrit dans le passé. Et en fait, aujourd'hui, nous allons lancer une offre directement au public. Ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui d'être aussi la banque de presque la moitié des PSAN français et d'acteurs importants européens et extra-européens. 2024, ce sera aussi l'année où nous allons embarquer notre premier sous-participant SEPA. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde dans la salle, mais l'activité sur le système de paiement SEPA est généralement plutôt
une chasse gardée de grands établissements, et en particulier le fait d'avoir des sous-participants. Et donc nous allons aider d'autres banques à intervenir sur les systèmes de paiement. 2024, ce sera une année d'accélération pour Delupay, puisque nous serons présents dans plus de 18 000 commerces, ce qui est quand même une avancée spectaculaire. Et donc, ce sera une année d'important développement pour nous. Merci Joël Alexis. Bernard Louis, on a compris que les règles du jeu en fait avaient changé, qu'on revient un petit peu à la normale. Comment tu te projettes sur 2024, sur les fintechs que tu observes? Comment tu te positionnes sur cet environnement? 2024, ça va être dur. Un réajustement, ça se fait rarement sans douleur. Maintenant, c'est une étape. Moi, je reste résolument optimiste sur la fintech, long terme. Je pense que c'est absolument incroyable tout ce qui se passe, l'ubiquité, l'agilité bien sûr, mais les technologies, l'AI, la blockchain, qu'on est en train de diffuser massivement grâce à la fintech. Parmi les opportunités, je vois aussi un grand dynamisme, hein, même si, encore une fois, ça va être une année difficile. Ce qu'on fait avec Finance Innovation, on développe un réseau de fintech, d'écosystèmes fintech européens subventionnés par l'Union européenne. C'est une super initiative parce qu'on va permettre à des sociétés comme celle d'Arbia de se connecter directement avec tout l'écosystème de l'Europe de l'Est, de se développer assez rapidement. Donc en Europe, il va y avoir des super opportunités long terme et je suis résolument optimiste sur l'avenir de la fintech. Peut-être pas effectivement une année 2024 euphorique, hein, il va y avoir des dégâts, mais après, ce qui restera, ça sera de très bonne qualité. Merci à toi. Arbia, 2023 compliqué, 2024 a priori encore un peu compliqué, mais surtout compliqué pour les salariés. Quand on préparait notre entretien, tu m'as évoqué effectivement ton positionnement sur les sujets de santé financière. La fragilité, en tout cas, qui ronge peu à peu les collaborateurs et qui ronge au final le ROI de l'entreprise. Aujourd'hui, comment tu essaies de pallier à cette nouvelle forme de fragilité, hein, en plus de la fragilité mentale, physique qui découle du Covid? Quel est ton positionnement sur ce sujet, qui est très fort d'ailleurs? Ouais, justement, en fait, en temps de crise, on comprend mieux l'importance, en tout cas, de la santé financière, qui n'est pas que de la responsabilité des gens et de l'État, mais surtout des entreprises. Et les entreprises commencent à se dire c'est quoi du coup les conséquences sur ma productivité, sur mon attractivité, sur ma marque employeur, surtout qu'on atteint des records jamais battus. On galère de recrutement de tous les secteurs. Il y a un rapport de travail qui a totalement changé et plusieurs études montrent justement que 80% des Européens en fait a atteint un record de stress financier jamais vu avant, même dans les crises en fait que vous avez vécues dans les années d'avant. Et la santé financière et le stress financier, comment en fait on le projette sur la productivité? C'est quand on voit justement qu'un salarié passe entre 6 à 7 heures sur son temps de travail par semaine à réfléchir sur ses problèmes d'argent. Imaginez 6-7 heures par semaine de temps de travail parce que justement, alors qu'on peut justement lui proposer des solutions pour enlever une part de cette anxiété financière, améliorer la productivité et donc voir un ROI certain. Et c'est ce qu'on fait. Donc en fait, on s'est présenté avec une sorte de super app portail justement au bénéfice salarial qui justement se positionne comme le portail ou le bénéfice de financial well-being ou de bien-être financier pour les collaborateurs et on l'a décliné en fait en plein de solutions parce qu'il n'y a pas une solution qui va sortir les gens du surendettement, il n'y a pas une solution utopique qui existe pour justement changer la vie d'une personne du tout au tout. Par contre, on peut le faire avec la techno de la bonne manière et de manière vraiment efficace et surtout en touchant le maximum de gens parce qu'il n'y a pas que l'élite, il n'y a pas que les cols blancs qui sont justement une minorité dans la population. Il faut rappeler que 70% de la population, c'est des cols bleus. C'est les ouvriers, c'est les
gens que vous voyez en fait travailler dans la rue, les caissiers, les vendeurs dans les boutiques. Et ces gens-là sont les moins servis par les banques, sont les moins servis par les fintechs d'éducation financière, sont les moins servis par justement les applications d'épargne, etc. Et donc venir en fait les toucher par la source d'argent qui est leur revenu, en allant vraiment mettre la main sur le salaire avant même qu'il arrive sur leur compte bancaire, c'est là où on peut changer la vie des gens. Et donc c'est ce qu'on fait. On fait déjà en fait du salaire à la demande. Ça, c'est déjà une révolution dans la paye qui est basée sur 30 jours, comme je disais tout à l'heure, pour aller dans le sens des BFR des entreprises, mais pas du tout dans le sens des gens. Et donc, venir justement donner cette flexibilité, cette liberté totale, justement d'avoir son salaire à la demande, comme la vidéo à la demande, comme l'alimentation à la demande, qui sera justement la norme demain, c'est déjà donner du cash gratuit, instantané, accessible aux gens quand ils en ont besoin et éviter justement aux gens d'aller vers les découvertes bancaires quand on sait aujourd'hui qu'un Français sur 5 vit à découvert tous les mois de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens vivent vraiment toute l'année dans le rouge. Ils payent 7 milliards d'agio par an, et ça c'est que la France, et on paye 20 milliards de taux d'intérêt sur des microcrédits et de crédits à la consommation. C'est juste dingue quand même. Enfin, je ne sais pas si encore vous vous rendez compte en fait de ces chiffres-là. Et donc venir avec une simple alternative plus éthique, plus responsable, qui leur donne la même chose, une poche de sécurité gratuite dans laquelle ils peuvent piocher quand ils veulent, même de leur propre canapé le soir, le week-end, et qui leur évite de rentrer dans ce cercle d'endettement, c'est complètement faisable. Et c'est d'ailleurs une obligation légale, mais très peu connue, parce que les entreprises ne communiquent pas là-dessus. Donc nous, on le digitalise, on rend ça tellement accessible, sans toucher au process de la boîte, ni en termes de trésorerie, ni en termes justement de paye, parce que c'est nous qui avançons tout ce financement-là. Et on complète ça avec justement toute une panoplie de fonctionnalités d'éducation financière, parce qu'on estime justement qu'on ne s'arrête pas là, qu'on doit justement mener les gens vers une gestion saine de leur argent. Et donc, on les met en relation avec des assistantes sociales, des diplômés CESF pour parler de leurs problèmes d'argent. Et là, vous imaginez pas ce qu'on reçoit. On reçoit vraiment des choses de dingue que même les gens n'arrivent pas en fait, à en parler à leur conjoint. On a des femmes qui nous disent je suis endettée à hauteur de 100 000 euros et même mon conjoint ne le sait pas. Et je vis un enfer depuis un an. Des choses en fait que ces salariés en fait, vivent tous les jours, mais qu'ils n'arrivent pas à le dire à qui que ce soit. Ni même en fait à leur employeur ou à une assistante sociale à leur disposition en fait dans l'entreprise. Et on va jusqu'à en fait leur permettre d'épargner une expérience d'épargne totalement différente de l'épargne salariale, épargner comme du prélèvement à la source, programmer en fait un montant qui commence même à partir de 20 euros par mois qu'ils n'ont même pas encore reçu virtuel sur justement un compte bancaire pour les études de leurs enfants, leurs projets d'avenir, etc. Et on va maintenant vers tout ce qui est open banking, donc utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui pour catégoriser leurs dépenses, leur calculer leur OK to spend jusqu'à leur prochaine paye, pas juste en fait voir leur solde bancaire, parce que ça apporte aucune information vraiment intéressante pour les gens, surtout des cols bleus qui vont jamais sur leur app bancaire à part justement pour faire un virement ou prendre de l'argent. Là, clairement, on notifie les gens, on prédit avant qu'ils tombent dans le rouge pour leur éviter justement de rentrer dans ce cercle-là, etc., etc. On en a pas mal d'autres choses. Mais oui, la santé financière, j'estime que c'est la verticale qui va devenir clairement aussi importante que la mutuelle dans l'entreprise, donc que la santé physique ou la santé mentale. Et les entreprises, enfin, commencent à le comprendre. Et c'est ce qu'on voit avec nos 300 clients aujourd'hui qui vont de PME, ETI jusqu'à des grands groupes du CAC 40. Merci à toi. Je pense que ton analyse est une parfaite transition sur la tonalité effectivement des prochains échanges que nous allons avoir. Je propose quand même qu'on félicite nos panélistes pour cette vision réaliste et pertinente du secteur. Et je vous propose d'enchaîner effectivement avec les prochaines sessions. Merci à vous.